clap, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, la chaîne qui met des gros coups dans l'actualité que vous n'aimez ou n'aimez pas aujourd'hui dans ce podcast du dimanche ou peut-être pas. Je sais pas du tout quand il va sortir ce podcast. On va parler des derniers shows hebdomadaires comme d'habitude. Et on terminera cette vidéo avec la grosse actualité, qui sera sans doute également la miniature de cette vidéo. Donc bien sûr, vous avez deviné, c'est les rumeurs sur le rachat potentiel de WWE par une tierce personne, une tierce entreprise. On parlera de ça un peu plus tard. Dans les shows hebdomadaires que je vais dont je vais parler aujourd'hui, avec vous, il ne va pas y avoir Raw et SmackDown, tout simplement parce que je me suis rendu compte la semaine dernière en parlant que ça ne me donnait pas du tout envie d'être joyeux en parlant de ces shows-là. Donc du coup, je vais vous parler de seulement les shows qui m'intéressent et qui peuvent également vous intéresser. Donc du coup, on va parler d'Impact, W Dynamite et de WWE NXT, la trinité, la sainte trinité, comme on pourrait dire, du catch hebdomadaire. On commence avec Impact Rebellion, c'était la nuit 2, la nuit 1 qui a eu lieu la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir ou écouter en tout cas la critique que j'ai faite la semaine dernière pour la nuit 1, tout simplement pour savoir ce que j'ai dit, ce que j'en ai pensé. Et du coup, aujourd'hui on s'attaque à la nuit 2, la continuité on va dire de ce pay-per-view déplacé en show hebdomadaire et en deux parties. Cette deuxième nuit, pour vous spoiler tout ce que j'en ai pensé, je l'ai pas vraiment aimé. Voilà, je l'ai pas vraiment apprécié, contrairement à la nuit 1, que j'ai plutôt apprécié dans sa globalité. Donc je vous invite, comme je l'ai dit, à aller écouter ma critique de la semaine dernière. Ou en tout cas que le passage d'Impact Wrestling Rebellion nuit 1 si ça vous intéresse. Le show, il a commencé avec un match à 3, un 4-way, un fatal 4-way même on pourrait dire, entre 4 catcheurs dont Chris Bay, Rohit Raju qui représente les Indiens, Trey qui représente les Rascals et Suicide qui représente lui-même ou le jeu vidéo de Impact qui sont nombreux bien sûr. Donc du coup c'est une victoire de Chris Bay. Chris Bay, le nouvel arrivant de ces dernières semaines, qui du coup remporte une victoire assez importante dans ce pay-per-view hebdomadaire, on pourrait dire. Voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié cette confrontation. Pour moi, la X-Division, ça fonctionne toujours très très bien du côté d'Impact Wrestling. Hein. On s'attend pas à des matchs 5 étoiles, mais c'est des matchs qui voltigent de partout. Et c'est tout ce qu'on a envie de voir. C'est tout simplement ce qu'on a envie de voir du côté de la X-Division. Ça fonctionne très bien, ça a été très très cool. Je commence à m'habituer à Rohit Raju, malgré le fait qu'il soit pas du tout un high flyer, un voltigeur. Il fait très très bien le travail de heel un petit peu qui casse le rythme, un petit peu à la Randy Orton, mais voilà, faut s'habituer à Rohit Raju. Voilà, je préférerais le voir en équipe, je vous avoue, mais ça renforce quand même la division X-Division, la X-Division, qui en a un petit peu besoin parce qu'on n'est pas non plus sur des tonnes et des tonnes de catcheurs du côté de la X-Division, donc voilà. Suicide aussi, j'ai un petit peu regardé plus attentivement ce qu'il a fait, parce que voilà, le personnage est de retour depuis plusieurs semaines maintenant. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à ce qu'il a fait durant ce match. Je sais pas du tout qui le joue, si jamais vous savez, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais pas du tout qui est sous ce masque, mais force est de constater qu'il est assez différent des anciennes personnes qui étaient sous le masque de Suicide. Voilà, il est un petit peu plus grand, il a l'air d'avoir un plus gros gabarit au niveau de l'abdomen. Voilà, après c'est des soucis physiques, peut-être que ça vous intéresse pas du tout, mais moi je trouve ça très important. Mais voilà, il se déplace bien, il a l'air assez à l'aise avec ce qu'il fait. Donc voilà, j'aimerais bien savoir qui est sous le masque, pour un petit peu voir à quoi m'attendre. Mais voilà, je trouve ça très sympathique, très comme d'habitude, je trouve très très cool. Très, j'ai même pas fait exprès, très cool. Et du coup, voilà, même si j'aimerais bien le revoir avec ses partenaires dans le Rascals, parce que je trouve que c'est vraiment un trio très très bon. Voilà, son petit chemin du côté de la X-Division, son petit chemin en solo fonctionne très très bien. Même si pour le coup, c'est Chris Bay qui a remporté du coup cette victoire et qui du coup renforce encore plus sa position de futur challenger numéro 1, j'imagine, pour le titre X-Division. Voilà, j'ai bien apprécié la fin du match avec des enchaînements qui sont bien portés. Malheureusement, c'est pas fini sur une finisher. Chris Bay a juste porté une sorte de coup de pied dans la nuque de Rohit Raju. Et du coup il en a profité pour après faire le tomber. Je trouve ça un petit peu faible, un petit peu dommage en plus, sachant que la finish de Chris Bay elle le supporte un petit peu de n'importe où. Ça aurait pu être cool qu'il la porte directement sur Rohit Raju qui est en train de faire le tomber, ça aurait pu être plutôt sympathique.
Mais voilà, c'est une prise de position malgré tout. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est quand même cool. Voilà, une victoire un petit peu en opportuniste de Chris Bey, c'est cool. Du coup, on a eu également, je vous dis tout de suite les informations qu'on a eues durant cette nuit-là, pour qu'on puisse parler d'autres choses, mais on apprend que Tessa Blanchard ne peut pas être présente, parce que voilà, elle peut pas bouger à cause du confinement forcément, et il y a également les champions par équipe qui n'ont pas pu être présents, donc voilà, on a un programme du coup qui a été modifié, j'imagine. Ils ont adapté ce programme-là de la nuit 2 pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de voir la championne du monde ni les champions par équipe, donc forcément ça va se ressentir durant toute la soirée. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai beaucoup moins apprécié cette nuit 2. On a ensuite Joey Ryan, qui est désormais Joseph Ryan, il s'est renommé, maintenant qu'il est quelqu'un de bien, qu'il porte des cols roulés et des pantalons, et qu'il ne fait plus de prises où on doit toucher son pénis. Voilà, je n'accroche plus du tout à Joey Ryan, je suis déçu, je suis déçu. Il a affronté Cousin Jack, donc l'un des deux membres des Jack, je sais plus du tout, les Diners, voilà, les Diners, Jack Diners. Et du coup, comme je le disais, Joseph Ryan, comme on doit l'appeler désormais, je n'apprécie plus du tout ce qu'il présente. Je suis pas intéressé, c'est pas intéressant. Voilà, Rob Van Dam en plus n'était pas présent durant cette soirée, donc ça n'aide pas le personnage non plus. Voilà, cette association entre les deux qui aurait pu être plus sympathique, qui offre une dynamique assez nouvelle, n'a pas été exploitée durant cette nuit, donc du coup forcément on s'intéresse beaucoup moins. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur le fait que Joey Ryan ait décidé plutôt de partir du côté d'Impact et rester en indépendant également, plutôt que de signer du côté de la AEW, et pour le coup je pense que ça aurait pu être un ajout assez sympathique du côté de la AEW, certes dans un programme sans doute marrant, avec quelques effets de temps en temps, mais du côté d'Impact je trouve vraiment que c'est pas pertinent de voir Joey Ryan, Joseph Ryan avec son nouveau personnage. Mais voilà, j'arrive pas à trouver de l'intérêt dans cette nouvelle gimmick, dans ce nouveau personnage, et dans ce qu'ils essaient de nous raconter. J'arrive vraiment pas à trouver de l'intérêt, donc voilà, on va passer à autre chose. On a eu Rosemary qui était dans un bar en train de se plaindre de ce qui allait se passer ce soir, de Full Metal Mayhem, du TLC on pourrait dire, qui allait être contre Avoc du coup ce soir. Il y a du coup Taya Valkyrie qui la dirige un peu, qui la manipule on va dire, pour faire en sorte qu'elle fasse ce match. Donc du coup elle dit que voilà, si tu remportes ce match, après on va faire une petite soirée entre girls. Voilà, je suis toujours assez intrigué par ce programme entre Taya Valkyrie et Rosemary, je trouve ça très étrange. Rosemary elle passe un petit peu pour pas une idiote, mais pour une fille manipulable. Et je trouve ça très étonnant. Je sais pas du tout s'il y a vraiment un vrai intérêt derrière ce programme, ou si c'est juste pour créer une certaine profondeur sans aller plus que ça. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir un vrai programme intéressant et qui va être vraiment mis en avant, parce qu'il y a le potentiel en tout cas pour Rosemary et Taya Valkyrie. C'est vraiment des bonnes catcheuses, donc je pense qu'elles peuvent vraiment fournir un très bon travail. Du coup, forcément, on a eu le Full Metal Mayhem juste après, où on a vu Rosemary remporter le match contre Avoc. Match qui était assez brutal, hein. On a eu des panneaux, on a eu des poubelles, on a eu des chaises, on a eu des barres de fer également. D'ailleurs c'est comme ça que le match s'est terminé, avec Rosemary qui a foutu un coup de barre de fer directement dans la tête de Avoc pour faire le tomber après. C'était un match assez violent. Malheureusement, ce que j'ai ressenti durant cet affrontement, je sais que là on dirait que je dis que du mal du show, mais pour le coup ce match j'ai vraiment pas réussi à m'impliquer, tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver l'intérêt. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ce match avait réellement lieu. Si c'était que pour nous mettre un match extrême, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, j'avais pas trouvé l'intérêt. Pour le coup, le match était quand même plutôt correct, hein. Il était assez sympathique, comme on peut s'y attendre d'un match Full Metal Mayhem où on a Rosemary et Avoc également. Mais voilà, il y avait pour moi un manque réel de profondeur dans cet affrontement, qui fait que, bah du coup, forcément on ne s'y attache pas, et que voilà, on l'aura oublié dans 2 jours, peut-être, ou la semaine prochaine en tout cas. Voilà, je sais pas trop comment dire. On a eu également Willie Mack et Rich Swann qui était en vestiaire pour un petit peu célébrer ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour rappel, Willie Mack a remporté le titre X-Division aux mains de Ace Austin, donc voilà, c'était plutôt sympathique, hein. Je vous invite du coup, comme je l'ai dit, encore une fois, à aller voir ma critique de la semaine dernière pour savoir ce que j'en ai pensé. On a également du coup Johnny Swinger qui
qui est venu pour un petit peu le confronter en disant ouais je t'ai aidé il y a quelques semaines, maintenant j'aimerais bien avoir un match pour le titre X Division. Voilà, j'espère que ça va pas être une vraie rivalité, que ça va juste être très rapide et très vite oublié. Voilà. On a eu la situation sur le championnat du monde, chose qu'on nous avait promise sur les réseaux sociaux, et avant ce match, on va un petit peu voir ce qui se passe autour de ce match qui était censé avoir lieu entre Michael Elgin, Eddie Edwards et Tessa Blanchard pour le titre de champion du monde. Du coup, forcément, Tessa Blanchard et Eddie Edwards ne sont pas présents. Michael Elgin, lui, par contre, il est présent, et du coup, il arrive sur le ring, il fait un petit peu une promo pour dire que, voilà, l'an passé, il a fait ses débuts au même show, à Rebellion. Et du coup, pour lui, c'est un petit peu une nuit particulière, et que malheureusement pour lui, il ne peut pas être désigné champion du monde en battant ses adversaires parce qu'ils sont pas là. Donc du coup, il demande à l'annonceur de ring et à l'arbitre, pardon, de le désigner comme nouveau vainqueur en faisant voilà, des comptes à l'extérieur, en disant que ses deux adversaires ne sont pas présents. Donc du coup, il veut être désigné le nouveau champion du monde d'Impact, voilà, sans combattre, chose qu'il a le droit de le dire, hein, liberté d'expression. Mais bien sûr, il se fait très vite interrompre par un adversaire surprise. Je ne m'attendais pas du tout à le voir ici. C'est Moose. Moose qui arrive sous une très belle tenue, un mélange de Ric Flair et de Ultimate Warrior. C'était assez marrant. Voilà, Randy Savage plutôt. Randy Savage Ultimate Warrior, et du coup on a la bonne surprise de voir Moose arriver avec le titre de champion du monde de la TNA. Voilà, l'ancienne ceinture de la TNA quand la compagnie se faisait encore appeler TNA. Voilà, ceinture que d'ailleurs je trouve pas du tout jolie. C'est mon avis, mais depuis qu'ils avaient mis cette ceinture, j'ai vraiment jamais trouvé jolie. On dirait un petit peu une fausse ceinture UFC, mais bon, c'est mon avis. Et du coup, il arrive avec cette ceinture en disant que voilà, il est champion du monde TNA, et ce soir, il va battre Elgin. Ils vont s'affronter tous les deux pour désigner le champion du monde, on pourrait dire. Je sais pas trop sous quel droit ils veulent se battre pour un titre qui n'existe plus. Mais du coup, voilà, je trouvais ça très très marrant et très surprenant et très très cool. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il y a un autre qui arrive, des sifflements qui se font entendre dans l'arène vide. C'est la musique d'Hernandez. Hernandez, l'ancien membre de LAX, le super mexicain comme on pourrait l'appeler. Il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. Voilà, qui arrive dans l'arène, et du coup ils disent que ce soir ils vont s'affronter. Donc du coup on va avoir bien un freeway, un triple menace ce soir. Mais ce sera du coup pas avec Eddie Edwards et Tessa Blanchard, ce sera avec Moose et Hernandez. Donc du coup on a un match entre Moose, Michael Elgin et Hernandez en main event de cette nuit 2 de Rebellion. Chose plutôt étonnante parce que ce n'était pas du tout prévu avant il y a quelques minutes. Et c'était très sympathique, j'ai bien apprécié le match. Malheureusement, hein, comme je l'ai dit durant l'entrée d'Hernandez, c'est plus un très bon catcheur. Ça n'a jamais été un excellent catcheur, mais en tout cas à l'époque il était dans une bonne forme physique parce qu'il était assez jeune, j'imagine, assez dynamique. Malheureusement, le temps a fait son œuvre sur lui, et du coup, même si ça reste assez correct, ça reste pas foufou. C'est toujours mieux que Ken Shamrock, mais ça reste pas foufou quand même. Match qui était assez sympathique, et on a vu Moose remporter la victoire sur Michael Elgin et Hernandez, tout simplement parce que Hernandez avait sauté à l'extérieur sur Michael Elgin et sur l'arbitre. Juste après, il remet Moose à l'intérieur du ring, et Moose en profite pour porter son No Jackhammer Needed, où on tout simplement inspire. Hein, voilà, c'est un petit peu pour faire un troll à Goldberg. Et du coup, il remporte cette victoire. Et il soulève la ceinture TNA, champion du monde poids lourd TNA, voilà, par l'arbitre qui lui soulève son bras. Et on termine ce show avec Moose, champion du monde TNA. Voilà, je trouve ça assez drôle, sachant que si vous écoutez mes critiques depuis un petit moment, je parle assez souvent du cas Moose, hein, quand je parle d'Impact, tout simplement parce qu'il tourne en rond depuis très très longtemps. Et moi, ce que j'espérais ces derniers mois, c'est qu'il parte en direction d'un titre, pourquoi pas. Et du coup, là, il est arrivé en tant que champion du monde. Et du coup, je trouvais ça super cool. Je trouvais ça super marrant. C'était très très bien amené. Donc, du coup, ça renforce encore sa rivalité autour du fait que Moose est en rivalité avec la TNA elle-même, enfin avec le nom TNA, et du coup a battu d'anciens catcheurs TNA Originals. Et là il arrive avec le titre TNA, donc c'est encore plus un gros troll sur le coup, et je trouve ça super cool. Voilà, je trouve ça super cool qu'ils aient réussi à compenser le fait qu'on n'a pas de championne du monde avec rapporter un ancien titre. J'espère qu'on va continuer sur ce genre de programme, que Moose va continuer à être important.
Et pourquoi pas même à terme faire une confrontation entre Moose, champion du monde TNA, et Tessa Blanchard, championne du monde d'Impact. Et ça pourrait être très très cool. Et c'est le genre de programme que je trouve vraiment pertinent pour le coup. C'est des plans de dernière minute, mais qui sont quand même très très bien amenés pour être suffisamment pertinents. Le fait qu'Hernandez soit dans le main event, ça m'a beaucoup étonné. Donc il est vraiment, j'imagine, revenu à temps plein du côté d'Impact. Et c'est pas original, mais c'est sympathique. Je trouve ça sympa que Hernandez revienne. J'aurais bien aimé qu'il revienne avec Homicide, qui malheureusement lui est du côté de NWA Power. Je l'aime pas vraiment du côté de NWA Power, mais voilà, je trouve ça cool qu'ils remettent des catcheurs comme ça, anciennement du côté de la TNA, dans le programme d'Impact. Peut-être pourquoi pas créer d'ailleurs un programme entre Moose et Hernandez pour continuer le fait que Moose affronte des anciens TNA autour du titre TNA d'ailleurs, ce serait sympa. Voilà, ça peut être sympathique. On passe au show suivant, le show du mercredi soir, de la guerre de la baston du mercredi soir. C'est AEW Dynamite. Show qui continue dans la lignée des anciens dans cette petite arène. On est sur les demi-finales cette semaine du tournoi TNT. Et voilà, on a eu un programme assez chargé, on va dire, pour une période de Corona. Donc du coup on a commencé avec l'opener, c'était la demi-finale, la première demi-finale du titre TNT, du tournoi du titre TNT. C'était Cody qui était accompagné de sa femme Brandi Rhodes qui affrontait Darby Allin. Voilà, ça faisait écho à ce qui s'est passé avant le tournoi, juste à l'annonce du tournoi où Cody et Darby Allin avaient fait équipe, où ils avaient perdu, je ne me rappelle plus contre qui, mais ils avaient perdu. Et tout simplement à la fin, Darby Allin avait poussé Cody par terre pour un petit peu dire j'en ai marre, j'ai envie d'être mis en avant. Et du coup dans cet affrontement, qui est une sorte de revanche à ce qui s'est passé au Fyter Fest, l'un des pay-per-view avant le début de Dynamite, avant le début de Dynamite à la télé, où c'est terminé en match nul, tout simplement parce que Darby Allin avait réussi à durer plus de 20 minutes contre Cody. On a cette fois-ci un match revanche qui était très sympathique. J'adore vraiment la dynamique entre les deux catcheurs, qui je trouve se complète plutôt bien. Chose étonnante, je trouve, c'est que Darby Allin arrive à sublimer le catch de Cody, qui est certes assez correct, mais qui est pas non plus flamboyant, je sais plus parler. Et du coup, voilà, je trouve que Darby Allin, avec son agilité, avec son physique, avec son catch, arrive à rendre Cody vraiment dangereux. Donc je trouve ça très très cool. Et pour le coup, c'est une victoire logique, enfin en tout cas dans ma tête, parce que j'avais déjà un petit peu prédit la finale depuis un moment. C'est tout simplement Cody qui remporte la victoire. Chose assez étonnante, c'est que je sais pas si c'est, je sais pas du tout comment ils sont coupillés pour la fin, mais c'est Darby Allin qui porte du coup son coffin drop, donc sa finish ou son saut suicide, comme j'aime bien l'appeler, du haut de la troisième corde, où il se jette littéralement de tout son corps sur Cody. Il le porte et du coup, juste en faisant le tomber, et malheureusement il a les épaules au sol. Donc je sais pas si c'est volontaire ou c'est Cody qui a réussi à faire un petit paquet sur Darby Allin pour réussir à faire le compte de 3, ou si c'est tout simplement Darby Allin qui s'est mal positionné à cause de son envol, à cause de la physique qui fait que son corps est parti en arrière. Voilà, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais en tous les cas j'ai trouvé ça très très cool, parce qu'en même temps ça renforce le côté que Darby Allin allait battre Cody, et en même temps Cody remporte quand même la victoire, donc du coup il peut être mis en avant dans ce tournoi, continuer à aller jusqu'à la finale du coup de ce tournoi là. Voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Je sais pas du coup de quoi l'avenir de Darby Allin va être fait, mais en tout cas c'était un match qui m'a beaucoup plu. Et je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien qu'on ait ensuite un programme entre Darby Allin et Cody, où Darby Allin arrive à remporter la victoire contre Cody. Pourquoi pas, si Cody devient champion TNT, pourquoi pas créer un programme entre les deux. Ça pourrait être sympathique. Et surtout j'adore, je me rends compte de plus en plus que j'adore ces finishes un peu old school, voilà, où ça se finit sur un petit paquet ou sur des choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais beaucoup aimé le programme entre Cody et Nick Aldis autour du titre NWA il y a maintenant 1 an, 2 ans, je ne sais même plus, 1 an et demi. Parce que ça se terminait avec un petit peu de old school, voilà, ça se terminait sur des schoolboy, des petits paquets, des choses comme ça. Et je trouve ça très très cool à voir en fait. Je trouve ça original. Ça change de juste taper le mec qui fait son coup spécial et ça finit juste après.
Là vraiment ça se finit sur quelque chose d'inattendu et c'est très très cool. J'aurais bien aimé avoir une foule, encore une fois, dans cette finale enfin dans cette demi-finale du titre TNT, parce que pour le coup je pense que ça aurait pu vraiment faire soulever la foule quand Darby Allin part son coffin drop, parce que c'était vraiment très très bien amené, j'ai trouvé. Voilà, on a eu une promo ensuite de Scorpio Sky, l'un des membres du SCU, qui raconte encore une fois son histoire, comme il l'avait fait la semaine dernière, raconte un petit peu sa mise en avant, le fait qu'il a affronté Chris Jericho pour le titre mondial AEW il y a quelques mois maintenant, c'était en novembre il me semble, ou en octobre, je ne sais plus. Et voilà, on continue à mettre Scorpio Sky en avant. Je sais pas si c'est étonnant, mais c'est très cool, parce que moi c'est un catcheur que j'aime vraiment beaucoup, hein, Scorpio Sky. Je l'ai découvert à l'époque de la rivalité entre Kane et Daniel Bryan, voilà, parce qu'il était apparu à la télé, à la WWE. Et j'ai tout de suite bien accroché avec ce mec là, et voilà, donc du coup je suis très content de son évolution, et surtout depuis le début de AEW Dynamite, je suis très très content de ce qu'il fait, et de ce qui est proposé autour de ce catcheur. On a aussi une promo de MJF concernant sa blessure, parce que là, pour le rappel, voilà, la semaine dernière, il a dit qu'il était blessé, c'était retourné un ongle ou quelque chose comme ça. Du coup, il pourrait pas être présent ces prochains mois. Et là, du coup, on le voit qu'il a une minerve au cou, et qu'apparemment, il s'est coupé en se rasant. Voilà, c'était assez marrant. Ça continue à mettre MJF dans le programme, même s'il est pas là, et ça renforce encore plus son côté heel. Pour la petite anecdote qui n'est pas une anecdote, c'est juste que MJF est réellement blessé, voilà, apparemment il doit subir une opération pas assez importante, mais en tout cas il doit subir une opération, donc ça, il s'agit quand même d'une blessure quand même assez conséquente, et du coup ils ont pallié à cette absence et à cette réelle blessure en faisant semblant que MJF est pas réellement blessé, qu'il s'est juste fait un petit peu mal pour qu'il ne soit pas présent, et je trouve ça très très cool. Et tout simplement, ça me fait dire encore une fois que tout ce qui se passe autour de MJF, c'est vraiment le genre de truc que j'adore dans le catch. C'est le mec qui joue son personnage à fond, et même quand il se blesse réellement et qu'il pourrait du coup attirer de la sympathie sur lui, et ben au contraire, il change ça pour faire en sorte qu'il soit encore plus détestable qu'avant, et je trouve ça super cool. Voilà. D'ailleurs, en parlant de MJF, on a eu son garde du corps qui a apparu juste après, Wardlow, qui a défait un catcheur qui s'appelle Musa. Voilà, c'était un squash match de 2 minutes. C'était très très cool. Il y a eu d'ailleurs un coup de genou de Wardlow depuis Musa qui était sur la deuxième corde. J'ai trouvé ça affreux. Voilà, j'ai cru qu'il allait le décapiter. C'était vraiment très brutal. Et ensuite, il a porté sa finish qui apparemment s'appelle le F10. Voilà, donc c'est pas le F5 comme Brock Lesnar, c'est le F10 parce que c'est 2 fois plus en fait. Voilà, je trouve c'est con. C'est vraiment con et j'aime bien, c'est vraiment con. Ensuite, on est passé au segment que moi je n'aime toujours pas, comme je l'ai dit la semaine dernière. C'est tout ce qui se passe avec le Inner Circle. Donc du coup, ils sont en FaceTime et voilà, ils parlent de ce qui se passe autour du Inner Circle, tout ça. Et on a eu des petits caméos. On voit Kevin Smith, on voit Virgil, et on voit également Vicky Guerrero. Voilà, Vicky Guerrero, la doudou, comme dirait Christophe Ajus. Mais voilà, je suis étonné de la voir dans... je sais pas si... Il me semble qu'elle a déjà apparu vite fait. AEW Dynamite. Mais c'est toujours étonnant de la voir dans ce programme-là, et voilà, c'est quelque chose, quelqu'un en tout cas que j'apprécie beaucoup, plus que quelque chose, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Vicky Guerrero, qui est vraiment très divertissante. Donc du coup, ce petit caméo m'a fait vraiment plaisir, ça m'a étonné, même si je n'apprécie toujours pas ce qui se passe avec le Inner Circle, et que je trouve ça vraiment hors propos. Voilà, pour moi c'est juste des vidéos YouTube, on ne devrait pas avoir ça dans un programme de catch hebdomadaire. Voilà, après c'est mon avis, hein, vous pouvez me contredire, et apportez même vos arguments en commentaire, ça me fera très plaisir. On a eu un no disqualification match entre les best friends Chuck Taylor et Trent, toujours accompagnés de Orange Cassidy, contre la nouvelle équipe fraîchement formée de Jimmy Havoc et de Kip Sabian. Donc voilà, apparemment la nouvelle équipe s'appelle Super Bad Death Squad, quelque chose comme ça, et toujours accompagné de Penelope Ford, pardon. Et c'était très très cool, j'ai bien apprécié ce match, même si je trouve que le no disqualification arrive assez rapidement. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon affrontement qui me laisse quand même voir le show et apprécier ce que je regarde. Donc du coup, voilà, un programme un petit peu de mid-card dans cette division par équipe, qui n'est plus autant fourni que ça, hein, parce que voilà, les Young Bucks ne sont pas là, les Lucha Brothers ne sont pas là, Eggman Page
et Kenny Omega ils font pas de match en équipe non plus, donc ça fait déjà un moment qu'on n'a pas vu les titres par équipe. Donc du coup on complète ça avec de la mid-card, et je trouve ça très très cool. Donc voilà, le match est terminé avec Chuck Taylor qui a porté son Omega Drive, qui s'appelle plus Omega Drive d'ailleurs maintenant. C'est une sorte de palo driver, ouais, je sais pas trop du tout comment il l'a appelé, peut-être qu'il a changé un nom. Sur Jimmy Havoc directement sur des chaises, donc la tête la première sur des chaises. C'était assez brutal et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé dans le match, forcément on a eu des interventions de Orange Cassidy et de Penelope Ford. Mais voilà, c'était un match très très sympathique, les best friends qui remportent la victoire. Voilà, je vous avoue que si ça avait été l'un ou l'autre qui a remporté cette victoire, j'aurais bien apprécié ce match dans tous les cas. Jimmy Havoc et Kip Sabian par contre qui perdent le premier match qu'ils ont en équipe, ça c'est assez décevant. Pas que j'aurais aimé forcément qu'ils gagnent, parce que les best friends, je pense aussi qu'ils ont besoin de cette victoire là, mais j'espère que ça va quand même créer une sorte de construction entre l'équipe, qui voilà, ils vont peut-être au fur et à mesure des matchs trouver une sorte d'alchimie qui va faire en sorte qu'ils trouvent leur rythme et qu'ils gagnent des victoires assez importantes. Mais voilà, j'espère que ça va servir à quelque chose pour cette équipe. On a eu une promo également de Britt Baker, voilà, dans son cabinet de dentiste, toujours, voilà, elle parle de ça. Et on a les débuts, on pourrait dire, d'une nouvelle catcheuse qui était anciennement à la TNA, rebelle, désormais elle se fait appeler Reba, je sais pas comment ils le disent, mais voilà, du coup on a une nouvelle catcheuse qui vient un petit peu épauler, on va dire, Britt Baker dans cette gimmick de heel. Ça peut être très très cool. Voilà, c'est une promo assez sympathique qui casse pas trop patin canard, mais qui renforce bien le côté heel de Britt Baker, qui en a bien besoin d'être toujours mis en avant. Et c'est d'ailleurs actuellement, je pense, le truc le plus hot, on va dire, de la division féminine de la W. Chose étonnante, hein. Si on nous avait dit ça il y a 3-4 mois, on n'y aurait pas cru. Mais voilà, son heel turn, qui apparemment d'ailleurs, d'après les rumeurs, et d'après d'ailleurs ce que dit Britt Baker, a été un petit peu chapeauté par Kenny Omega. Donc voilà, Kenny Omega qui s'occupe de la division féminine, et apparemment il prend aussi des très très bons choix. Et voilà, ce fait de faire passer Britt Baker en heel fonctionne très très bien, et désormais le truc qui nous fait regarder la division féminine, parce qu'il y a clairement plus de division féminine d'ailleurs, du côté de la AEW. On a eu ensuite deux squash matchs, hein. Voilà, on se croirait à Superstar des fois du côté de Dynamite. C'est Shawn Spears qui a affronté Baron Black et qui l'a battu très rapidement. Il l'a battu avec un sharpshooter d'ailleurs, chose assez étonnante, la finisher de Bret Hart. Et j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, je trouvais ça très très cool que Shawn Spears finisse avec un sharpshooter, avec une soumission. Je trouve que ça lui va bien, ça convient bien au personnage. J'ai l'impression que d'ailleurs toute cette histoire autour du fait de trouver un coéquipier pour Shawn Spears est mise en suspens, parce qu'on n'a plus du tout de suite autour de ça. J'espère que ça va revenir par contre, parce que c'était l'une des choses qui m'intriguait beaucoup. Et voilà, du coup, maintenant il bat des jobbers pour être mis en avant, chose que moi je trouve ça sympathique 2 secondes, mais au bout d'un moment c'est chiant. Voilà, on s'était plaint à l'époque de Ryback qui battait des jobbers pendant 3 mois. Voire 4 mois, maintenant j'aimerais bien que AEW ne tourne pas aussi en rond comme ça. On a eu du coup un autre match assez rapide, c'était Brody Lee, la parodie de Mr. Vince McMahon, on pourrait dire, qui affrontait Marco Stunt, l'un des membres du Jurassic Express. Match assez rapide, remporté de manière très logique par Brody Lee. Pas grand chose à dire de plus, voilà. On a eu également une promo de Jon Moxley pour dire qu'il est toujours champion. Si vous l'avez oublié, et ben il est toujours là, mais il est pas là. Il est autre part, mais il est là quand même. Voilà, la semaine prochaine d'ailleurs, on va avoir des matchs. On va avoir le retour de MJF apparemment déjà. Un match entre Jon Moxley et Frankie Kazarian, chose assez cool. Je vous avoue que sur le papier, ça me hype beaucoup. Et le dernier match qui a été annoncé pour la semaine prochaine, c'était Kenny Omega et Matt Hardy contre les Sex Gods. Alors ça c'est un nom d'équipe assez étrange, c'est Chris Jericho, le champion, et Sammy Guevara, le Spanish God, qui du coup forment l'équipe Sex Gods. Voilà, et ils vont s'affronter dans un match de rue, apparemment. Voilà, je vous avoue que ça c'est très bizarre. D'ailleurs ça va être le premier match de Matt Hardy du côté de la AEW, parce que pour l'instant il a fait que 2 apparitions, il n'a pas fait de match. Et enfin,
Le dernier match de ce show, le main event, c'était la deuxième, du coup, demi-finale sur le tournoi du titre TNT. C'était Lance Archer qui affrontait Dustin Rhodes, qui était encore une fois accompagné de Brandi Rhodes. Donc du coup, apparemment, la belle-sœur accompagne le beau-frère. Je sais pas trop pourquoi, mais ok. Et j'ai trouvé ce match très très cool. Voilà, j'ai trouvé ce match très très cool. On a toute cette histoire autour de Dustin Rhodes qui risque de prendre sa retraite s'il perd. Voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, ça venait de nulle part, mais ça rajoute quand même un petit peu de fond à l'histoire. Lance Archer qui se positionne clairement comme le monstre hein, dans cette AEW désormais, qui tabasse tout le monde. D'ailleurs, pendant son entrée, il a attaqué un membre du staff. Voilà, il l'a foutu un coup d'avant-bras, il l'a défoncé. Voilà, j'aime bien. Ça me rappelle ce qu'il faisait à la New Japan quand il attaquait les gens dans son entrée, ou quand il utilisait un membre, un Young Lion pour faire son chokeslam depuis le ring directement extérieur. Et voilà, moi c'est le genre de truc que je trouve ça super cool. Donc voilà, le match j'ai trouvé certes pas aussi dynamique que la première demi-finale, mais j'ai trouvé très très intelligent. Voilà, Lance Archer qui se dégage d'un Crossroads, ça il faut le noter parce que c'est quelque chose de très important. Pour rappel, le Crossroads c'est quand même la finish de Cody, donc son potentiel futur adversaire. Et bien sûr à la fin du match, on a Lance Archer qui réussit à remporter la victoire sur Dustin Rhodes en lui portant un grip crâne, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas il positionne sa grosse main autour de la tête de Dustin Rhodes et il serre tellement fort que Dustin Rhodes tombe dans les pommes. Et du coup, l'arbitre qui voit que Dustin Rhodes a les épaules au sol compte 1, 2, 3. Et on avait d'ailleurs Cody et QT Marshall qui étaient au premier rang pour un petit peu s'inquiéter de l'état de Dustin Rhodes, et à juste titre parce qu'il est tombé dans les pommes. Donc du coup voilà, on a une grosse victoire de Lance Archer sur Dustin Rhodes. C'est le genre de victoire que j'ai envie de voir et qui crédibilise un catcheur. Coucou à toi d'ailleurs, Jack Hager. Hein. Et voilà, donc du coup on a une finale qui va avoir lieu à Double or Nothing, qui va avoir lieu le 23 mai. Un pay-per-view qui va sans doute être du coup sans public aussi. Entre Lance Archer et Cody pour le titre TNT. On va avoir le premier champion TNT entre ces deux catcheurs. Voilà, j'avais deviné cette finale, mais je pense comme à peu près tout le monde. Pour le titre TNT depuis le début. Voilà, tout simplement quand les catcheurs ont été annoncés, je me suis dit ça va être une finale entre Lance Archer et Cody, parce que c'est cousu de fil blanc. Quand même dans cette finale, dans ces derniers matchs avant la finale, j'ai trouvé ça quand même bien amené, assez intelligent dans la manière de construire ce dernier affrontement. Mais malheureusement, je trouve ça beaucoup trop prévisible. Je pense clairement qu'ils n'auraient pas eu besoin d'avoir un titre en fait pour continuer une rivalité entre les deux. Parce que voilà, on avait déjà des promos sur le fait que Lance Archer voulait apparemment la tête de Cody dès son arrivée. Donc du coup pour moi, j'aurais bien aimé avoir d'autres catcheurs mis en avant dans ce programme-là. Parce que pour moi, Cody et Lance Archer n'ont pas besoin d'avoir un titre autour d'eux pour avoir de l'intérêt. Et ça aurait pu du coup en profiter à d'autres, malheureusement. Même si je pense que ça va être très très cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et ce que vous espérez sera le vainqueur. Est-ce que ce sera Lance Archer? Est-ce que ce sera Cody? À vous de faire vos pronostics, c'est le moment. Pour ma part, je pense que ça va être Cody. Alors ça c'est étonnant ce que je viens de dire, parce que peut-être que vous savez mon avis un petit peu sur Cody. Mais je pense que ça va être Cody tout simplement parce que c'est quelqu'un de très bunkable, comme on dit, donc un mec qu'on peut envoyer dans les médias et des choses comme ça, et en plus c'est un peu l'étendard de la compagnie, donc le fait qu'il se trimballe avec la ceinture TNT, ça peut être très très cool, même si honnêtement j'espère que ce sera Lance Archer. D'ailleurs je pense que ça va être Lance Archer, mais c'est vrai que quand on parle d'un aspect marketing, Cody ce serait un meilleur champion que Lance Archer, mais j'espère qu'ils vont pas choisir la facilité, j'espère qu'ils vont vraiment continuer sur cette lancée de Lance Archer en monstre destructeur. Et je pense et j'espère vraiment que Lance Archer va devenir le premier champion de TNT. En plus ça fera un bon parallèle avec Jon Moxley qui est champion lui, champion du monde tout simplement. Donc voilà, sachant l'histoire d'ailleurs qu'ils ont eu entre les deux, ça pourrait être très très cool qu'ils se retrouvent tous les deux avec une ceinture individuelle du côté d'AEW. Voilà, n'hésitez pas du tout à me dire en commentaire ce que vous pensez vous voir pour la finale, est-ce que vous espérez même pour la suite, si vous voyez qui sera champion entre Cody et Lance Archer, qui sera le prochain challenger après, quel programme on va avoir lieu, ça sera très intéressant, j'aimerais bien vous lire en commentaire ou sur Twitter, @lataloche ou @taophilpw sur Twitter comme d'habitude.
On passe au dernier show hebdomadaire de cette semaine que je critique, c'est le show NXT, bien sûr, WWE NXT, toujours au Full Sail University, à huis clos. On a eu un programme assez sympathique durant toute cette soirée, un programme vraiment chargé, que j'ai beaucoup apprécié dans sa globalité. Et je vous en parle tout de suite. On a eu Isaiah Swerve Scott qui a affronté El Hijo del Fantasma en opener, tout simplement un match pour, encore une fois, ce tournoi, pour déterminer le champion par intérim NXT Cruiserweight. Victoire étonnante de Isaiah Swerve Scott sur El Hijo del Fantasma. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est un match très très correct. Encore une fois, et comme je l'ai dit la semaine dernière, regardez vraiment les Suicide Dive d'El Hijo del Fantasma. Ils sont incroyablement fantastiques, on pourrait dire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les meilleurs Suicide Dive actuellement dans le monde du catch. C'est vraiment fou, c'est une flèche. Le mec, c'est une flèche quand il se jette à l'extérieur. Et c'est très très impactant, je trouve. Voilà. Donc allez voir ce match. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'était vraiment un bon match. Voilà. On a eu également une petite promo juste après où on a vu que pendant la pub, El Hijo del Fantasma a failli se faire kidnapper par les kidnappeurs comme la semaine dernière. Et encore une fois, il a réussi à s'en défaire et à les faire partir. Alors moi, je vais parler vite fait de ça parce qu'il me semble que j'en ai pas parlé la semaine dernière. Mais c'est tout simplement que je pense, et je suis quasiment persuadé qu'en fait il y a quelque chose avec El Hijo del Fantasma, tout simplement parce que je pense qu'il est une sorte de leader en fait de ce groupe de kidnappeurs, parce que c'est le seul mec qui n'a pas réussi à se faire kidnapper, heureusement pour lui. Mais voilà, il les repousse une deuxième fois, et je trouve ça très très étonnant que ça soit à ce point mis en avant, en mode, vous avez vu, vraiment, il arrive à s'en défaire. Donc je sais pas du tout quels sont les plans autour de ces kidnappeurs, mais je trouve ça vraiment trop exagéré, le fait que El Hijo del Fantasma arrive à s'en sortir à chaque fois en fait. Je trouve ça vraiment abusé, et ça en devient même bizarre, voilà. On a eu ensuite la nouvelle, on pourrait dire, The New Candice LeRae, qui affrontait Kacy Catanzaro. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kacy Catanzaro du côté d'NXT. Malheureusement pour elle, ce ne sera pas son soir. C'est le soir de Candice LeRae, qui arrive avec sa nouvelle musique d'entrée, avec son manager Johnny Gargano, son mari, qui la présente d'ailleurs très très bien. Il dit que c'est sa catcheuse préférée. C'est son catcheur même préféré. Et du coup, voilà, il la présente très très bien. Je suis... voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai trouvé le segment de fin de show très kitsch. Ces nouveaux personnages pour Johnny Gargano et Candice LeRae, je trouve ça très malaisant, on pourrait dire. Même si ça se dit pas, c'est pas un vrai mot, mais on pourrait dire que c'est très très malaisant. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment plus apprécié cette apparition. La nouvelle entrée, j'ai trouvé très très cool. Le fait que Johnny Gargano l'introduise, son vilain jeu de mots. Je trouvais ça aussi très très cool, et d'ailleurs il la présente très très bien. Voilà, il arrive à faire en sorte que d'un seul coup on dise putain, Candice LeRae c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, alors que finalement NXT elle a pas tant de fait d'armes que ça. Donc voilà, on a une victoire logique, on va dire, de Candice LeRae sur Kacy Catanzaro, elles qui étaient toutes les deux anciennement copines, donc du coup malheureusement elles ne le sont plus. Et juste après d'ailleurs le match, Candice LeRae porte un Gargano Escape à Kacy Catanzaro. Voilà, donc la soumission de Johnny Gargano qu'elle porte elle aussi assez fréquemment. Donc voilà, c'est pour renforcer encore plus le côté heel de Candice LeRae. On a eu également Damian Priest, la prière du Damien, qui parle du fait qu'il veut s'attaquer au titre nord-américain, qui va attaquer Kesley jusqu'à avoir son opportunité. Voilà, on a eu également une promo que j'ai trouvé très très sympathique et très très drôle. C'est Matt Riddle et Timothy Thatcher, les champions par équipe, qui sont toujours pas accompagnés de Pete Dunne malheureusement, et qui arrivent sur l'entrée et qui présentent le nouveau show qui va être présenté par Byron Saxton, hein, donc le présentateur, qui annonce ce show qui est le Newly Boss Show. C'est une sorte de show voilà, un peu comme les amours, où du coup on lui pose des questions. Matt Riddle doit écrire sur un tableau ce que va répondre Timothy Thatcher. Et je trouvais ça très très cool, tout simplement parce que voilà, Timothy Thatcher il dit voilà, j'en sais rien de ce qu'aime Matt Riddle. Tout simplement, Matt Riddle il a écrit sur son tableau j'en sais rien ce que Matt Riddle aime. Voilà, j'ai trouvé ça très très marrant. Je vous invite vraiment à aller voir cette promo parce que c'était vraiment très marrant. Voilà, faut maîtriser un minimum l'anglais, mais je pense que quand on est fan de catch, c'est aussi un prérequis.
Et voilà, j'ai trouvé ça très très sympathique et très très marrant. Donc voilà, c'est vraiment un bon segment, ça a une très bonne dynamique. Et surtout, ce que je me dis, c'est que si ça avait été Pete Dunne, ça aurait été tout aussi cool. Voilà, je me dis pas que Timothy Thatcher c'est une pièce rajoutée dans cette équation. Je trouve vraiment que ça passe très bien, voilà, qu'il fait très bien le travail, qu'également le truc avec Timothy Thatcher et Pete Dunne, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, j'ai juste hâte d'encore plus voir de ces deux-là en fait, de ce duo, et surtout revoir Pete Dunne à la télé, ça pourrait être très très cool. Malheureusement pour nous, l'émission télé, le show télé s'est arrêté assez rapidement parce qu'on a eu Fabian Aichner et Marcel Bartel, les deux membres d'Imperium qui sont venus attaquer Matt Riddle et Timothy Thatcher. Ils les ont ramenés sur le ring pour les détruire encore plus et ils ont porté ensuite un European Uppercut suivi d'un Powerbomb, donc la finish de Fabian Aichner et Marcel Bartel directement sur Matt Riddle. Voilà, d'après les dernières informations que j'ai lues, Matt Riddle serait blessé, en tout cas c'est le communiqué de la WWE, il a été blessé durant cette attaque. Je sais pas du tout si c'est dans l'histoire ou si c'est une réelle blessure, j'espère que c'est pas une réelle blessure, hein, parce que ce serait vraiment con, et ça arriverait au pire moment pour lui, en tout cas l'un des pires moments pour lui dans l'histoire d'un catcheur. Donc voilà, on a cette rivalité qui se met en place entre Imperium et les membres de Stallion, je sais pas du tout comment ils sont appelés du coup, les Stallion Bro, je sais pas du tout. Mais voilà, je trouve ça très très cool, et surtout Fabian Aichner et Marcel Bartel, c'est quand même une équipe vachement crédible. Où sont passés les deux Indiens managés par Michael Bevan, on ne sait pas, ils sont disparus. Mais voilà, je vous avoue quand même que je préfère largement voir Fabian Aichner et Marcel Bartel que les deux Indiens dont je ne me rappelle même plus le nom. Voilà, même si je pense que ça va être une potentielle bonne équipe hein, du côté de NXT. Je dis pas du tout qu'ils sont nuls, je dis juste que pour l'instant ça m'attire pas du tout. Et je préfère vraiment voir Fabian Aichner et Marcel Bartel. Voilà, on a ensuite eu une annonce sur le fait que Adam Cole va défendre son titre de champion du monde d'NXT la semaine prochaine contre Velveteen Dream, le rêve de velours. Voilà, donc il y a un match de championnat la semaine prochaine autour du titre NXT. On a ensuite Charlotte Flair qui affronte et bat Mia Yim, c'est logique on va dire. Hein. Et du coup voilà, elle l'a fait abandonner au bout d'une dizaine de minutes avec son figure 8, sa finisher. Victoire logique, Charlotte Flair qui est du côté d'NXT, ça c'est cool. Je me rappelle d'ailleurs même plus s'il a été du côté de WWE cette semaine, mais en tout cas une championne NXT du côté de NXT, je vais pas dire que c'est cool, mais en tout cas c'est logique. Suite à ce match d'ailleurs, on a Io Shirai qui est venu pour la confronter. Malheureusement pour Charlotte Flair, Io Shirai ne fait que s'exprimer en japonais, et je ne crois pas que Charlotte Flair maîtrise le japonais couramment. Et donc du coup, Io Shirai, elle veut son match, et elle veut son match quand? Elle veut son match la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, programme chargé, on a Adam Cole contre Velveteen Dream pour le titre NXT, et on a Charlotte Flair contre Io Shirai pour le titre féminin d'NXT. Deux matchs pour les titres majeurs, et ça c'est très très cool. J'adore ce genre d'annonces qui sortent un petit peu de nulle part, qui d'un seul coup on se dit putain, je vais regarder ce show, ça va être trop cool. Voilà, on a ensuite des nouvelles de Finn Balor qui parle de son attaque. Apparemment la semaine dernière il s'est fait attaquer. Je crois que j'avais zappé cette information dans ma critique, mais on a vu qu'il s'était fait attaquer en backstage, donc du coup il va venir la semaine prochaine pour parler de cette attaque. Voilà, qui est-ce qui l'a attaqué? Nous ne savons pas, grand mystère, on va savoir la semaine prochaine. On a ensuite encore un match pour le tournoi autour du champion par intérim de NXT. Drake Maverick, sur qui il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps, affronte Tony Nese et le bas. Donc du coup on a Drake Maverick qui a 1-1, une victoire, une défaite dans ce tournoi. Il se positionne 3ème de son groupe, du groupe A, parce que voilà, pour le rappel il y a deux groupes, 4 catcheurs dans chaque groupe, et du coup Drake Maverick se positionne 3ème de son groupe, Tony Nese est dernier. Je ne me rappelle même plus qui sont les deux autres membres, il me semble qu'il y a Kushida, je ne sais même plus qui est dans quel groupe, mais bref. Donc du coup voilà, un match qui était assez sympathique, parce qu'on a vu Drake Maverick faire du bon catch, et je pense que pour les fans WWE c'est plutôt étonnant de voir Drake Maverick faire du bon catch, parce qu'il n'a pas beaucoup catché depuis qu'il est du côté de WWE, et je dis beaucoup le mot deux fois catch dans la même phrase. Et du coup on a une victoire qui était super cool, c'est avec un bulldog depuis la 3ème corde, et ça c'est assez impressionnant à voir hein, visuellement. Il a d'ailleurs porté son ancienne finisher qu'il avait en indépendant, c'est une sorte de
mince, comment je pourrais appeler ça? C'est la même finisher que Spike Dudley, qui avait à l'époque dans les Dudley Boys. Voilà, il prend la tête de son adversaire, il se sert des cordes sur le côté pour prendre appui et ensuite le ramener au sol directement à la tête la première. Voilà, il a porté sa finish, cette finish dans le match qui n'a pas réussi à aboutir à la victoire. Je trouve ça très très cool parce que voilà, moi ça m'a rappelé des bons moments de Rockstar Spud à l'époque. Donc voilà, victoire de Drake Maverick dans ce tournoi. On a ensuite eu deux catcheurs que j'apprécie énormément, donc ça m'a fait un petit peu de mal de voir ça. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu énervé. On a eu Dexter Lumis qui a affronté et battu Shane Thorne avec son sort de Uranagi suivi d'un Anaconda Vice pour faire tomber dans les pommes Shane Thorne. Et du coup, il remporte cette victoire assez rapidement, 3 minutes à peine. Voilà, Dexter Lumis qui se positionne comme un mec fort. J'ai toujours peur que ça fasse assez doublon avec Karrion Kross maintenant, l'ancien Killer Kross qui va faire ses débuts la semaine prochaine d'ailleurs. Et voilà, j'ai un peu peur que ces deux personnages se rencontrent en collision, parce qu'ils sont assez similaires dans leur fond en fait, hein, c'est des psychopathes on va dire. Mais voilà, j'ai peur que ça fasse un petit peu doublon. Shane Thorne, voilà, je suis, comme vous le savez peut-être déjà, je suis fan des Australiens, donc forcément Shane Thorne, voilà. Mais la chose qui m'énerve surtout sur ce match, c'est que Shane Thorne, c'est un catcheur par équipe et qui est désormais du côté de Raw, enfin, en tout cas régulier du côté de Raw depuis le début du confinement. Et du coup, d'ailleurs, même lundi dernier à Raw, il a été présenté avec son coéquipier du coup, Brandon Vink, avec son nouveau manager MVP. Voilà, donc je me disais putain, méga cool et tout. En regardant le show, je me suis dit putain, une équipe comme ça qui sort un petit peu nulle part, qui se font battre par tout le monde, qui sont maintenant managés par MVP, ça peut être super cool. Et 2 jours plus tard, et ben il fait le jobber du côté de NXT. Donc ça c'est un point qui m'énerve extrêmement beaucoup et que je trouve extrêmement regrettable. Voilà, parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut mettre un mec en avant le lundi et le mettre pas en avant le mercredi. Je trouve ça n'a vraiment aucun sens. Je comprends tout à fait qu'ils sont un petit peu bloqués avec le fait qu'il y a beaucoup moins de gens présents et que du coup ils doivent faire avec les gens qui sont présents. Mais je pense vraiment qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre que Shane Thorne pour jouer les jobbers contre Dexter Lumis, quoi. Vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà. On voit également une vidéo de ce qui s'est passé la semaine dernière. Jack Atlas qui avait remporté la victoire contre Drake Maverick. Et on le voit du coup le réconforter juste après le match. Je sais pas du tout pourquoi ça a été positionné ici, mais pourquoi pas. Et enfin, le main event du show, c'était le championnat nord-américain qui était remis en jeu. Keith Lee qui affrontait du coup Damian Priest. Match qui s'est avéré très très sympathique, j'ai bien apprécié. Hein. C'est pas étonnant de la part des deux catcheurs parce que c'est des très bons catcheurs les deux. En tout cas, moi je trouve que c'est des très bons catcheurs. Il y a des gens qui vont dire que Damian Priest c'est pas un bon catcheur. Moi je trouve que c'est un bon catcheur. Et du coup, voilà, c'est un match, clairement, je vais pas non plus revenir dessus parce que c'était un très bon match que je vous invite à aller voir. Victoire logique de Keith Lee après un Spirit Bomb porté magnifiquement bien sur Damian Priest. Et du coup, qui remporte la victoire. Et c'était un bon affrontement qui a duré un peu plus d'1 quart d'heure. Et qui était très très correct et qui renforce, encore une fois, Keith Lee en tant que champion WWE NXT nord-américain. Et c'est toujours un très très bon travail fait par Keith Lee. Damian Priest, quel est l'avenir pour lui? Je ne sais pas. Et clairement, je n'ai pas grand chose à dire dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Et enfin, on termine ce podcast, cette vidéo, avec cette grosse rumeur qui sera sans doute le titre, la miniature de cette vidéo, comme je l'ai dit. Pour ceux qui n'arrivent que jusqu'ici, coucou à vous. Et pour ceux qui ont écouté jusque là, merci d'être resté jusqu'ici et de continuer à m'écouter jusqu'à la fin de ce podcast. Je compte sur vous en commentaire, en partage, en like. Comme d'habitude, vous connaissez ça qui fait vivre la chaîne. On a du coup cette grosse rumeur autour de la WWE qui circule depuis quelques jours maintenant, à l'heure où j'enregistre. C'est une rumeur qui a enflammé la toile, on pourrait dire, sur un potentiel rachat de WWE qui serait du coup apparemment à vendre. Voilà, WWE sera apparemment à vendre, comme on le sait sans doute, hein, du côté des États-Unis et d'ailleurs du côté un petit peu de partout. Dès qu'on met de l'argent sur la table, toute entreprise peut être à vendre. Et du coup, on a eu cette rumeur qui est sortie d'un petit peu nulle part, c'est tout simplement Dutch
Mentel, qui est anciennement connu à la WWE sous le nom de Zeb Colter, qui a été le manager du coup de Jack Swagger et de Cesaro sur l'équipe Real American, qui est un mec qui travaille beaucoup dans les vestiaires. Il me semble d'ailleurs, qu'il a travaillé du côté de la TNA aussi à une époque. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui parle très peu, donc c'est pour ça que ça a pris une telle importance cette rumeur. Mais c'est quelqu'un d'assez sérieux dans son travail. Donc du coup, il a partagé sur Twitter qu'apparemment WWE serait en négociation avec ESPN ou la Fox pour être vendu, et ce serait d'ailleurs assez rapide parce que ce serait mi-mai, déjà mi-mai. Donc peut-être que vous allez écouter cette vidéo dans un mois ou que sais-je, et que cette vidéo va être en mode MDR. Mais comment ils ont pu y croire? Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, certes ça reste que des rumeurs, donc comme d'habitude on prend ça avec d'énormes pincettes, mais c'est quand même une rumeur qui s'avère assez répandue désormais. Voilà, on se place dans un contexte aussi où des rumeurs comme ça s'y prêtent, hein. On est dans une période un petit peu difficile en termes financiers pour WWE, ils ont dû virer une vingtaine de talents. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Curtis Axel vient de se faire libérer. Je vais pas dire se faire virer, il s'est fait libérer, donc peut-être qu'il s'est arrangé lui-même avec. Mais en tout cas, voilà, Curtis Axel s'est fait virer, donc je fais une petite aparté sur lui, qui est un catcheur formidable. Fils de Mr. Perfect, que je pense on ne présente plus, hein, l'un des plus grands catcheurs pour moi de l'histoire du catch, tout simplement. Et Curtis Axel d'ailleurs c'est aussi un très très bon catcheur, il l'a prouvé le peu de nombre de fois où il a eu une opportunité, il l'a très très bien prouvé. Son équipe avec Paul Heyman, j'ai trouvé très très sympathique d'ailleurs. Voilà, c'est un gars très très talentueux, et surtout c'est un mec qui bosse dur en vestiaire. Il a d'ailleurs travaillé avec The Rock, Dwayne Johnson, sur son retour qu'il a eu en 2011 2012, je sais plus. Enfin, quand The Rock est revenu, et d'ailleurs il a eu ensuite le premier match qu'il a eu avec John Cena à WrestleMania 28, et ensuite à WrestleMania 29 quand il était champion WWE, bah, c'est tout simplement avec Curtis Axel qui s'est entraîné. Donc c'est très étonnant de le voir partir. J'étais persuadé qu'il allait partir plutôt lui en tant qu'officiel dans les vestiaires, en tant qu'entraîneur, des choses comme ça. Et malheureusement pour lui, il a décidé de partir tout simplement de WWE. Donc j'espère que pour lui, l'avenir sera radieux, parce que ça a l'air d'être un très très bon gars dans les vestiaires. Parenthèse fermée, on continue du coup avec cette rumeur autour du rachat potentiel de WWE. Pour rappel, Fox, c'est cette grosse entreprise qui est désormais en association avec WWE pour SmackDown, également pour WWE Backstage et pour d'autres émissions. Ils partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils partagent même NXT et WWE Raw, alors qu'ils sont pas sur leurs antennes. Et voilà, c'est une chaîne qui semble être très très investie derrière le programme WWE, donc d'où un potentiel rachat, ce serait pas étonnant. Même si je pense pas que Fox peut se permettre de débourser autant d'argent pour une entreprise qui est à ce point en difficulté actuellement, même si c'est pas non plus incroyable, hein, la difficulté de la WWE, mais c'est quand même une entreprise qui actuellement n'est pas non plus dans la meilleure forme de sa vie. Et ESPN, pour le coup, c'est une rumeur sur laquelle je m'appuie un petit peu plus, tout simplement parce qu'ESPN fait partie du réseau maintenant assez global de Disney. Voilà, ESPN, c'est une chaîne qui appartient à Disney depuis un moment maintenant. Certes, ils sont pas liés directement, hein, dans les programmes ESPN ou dans les programmes de Disney directement, vous n'allez pas voir l'un et l'autre apparaître. Mais c'est un programme, en tout cas une chaîne, une société qui est sous le label Disney, donc ils appartiennent à Disney. Donc forcément Disney beaucoup plus d'argent que Fox, j'imagine. D'ailleurs c'est assez marrant de se dire que Disney et Fox s'affrontent pour avoir la WWE, sachant que Disney a racheté la 20th Century Fox il y a quelques années maintenant. Voilà, donc je trouve que c'est une rumeur qui certes s'appuie sur pas grand chose, à part sur les dires d'un ancien manager d'une équipe qui n'a pas très bien fonctionné. Mais je trouve que c'est quand même ce genre de rumeurs qui moi me plaisent beaucoup. Je trouve ça toujours très très marrant de tomber sur ce genre de rumeurs. Mais voilà, c'est une rumeur qui a plus de poids, comme je l'ai dit, parce que c'est un homme, Dutch Mantel, qui parle pas beaucoup non plus du monde du catch, et alors là il balance un énorme poisson. Je trouve ça assez incroyable. Je pense réellement
réellement pas que WWE va se faire vendre, hein. Je vous avoue honnêtement, je vous casse un petit peu peut-être votre joie ou votre excitation. Mais je pense clairement pas que Vince McMahon voudrait vendre WWE actuellement. Je pense qu'il veut que ça reste un petit peu dans la famille. Parce que c'est quand même une entreprise qui est l'œuvre de sa vie, hein. Concrètement, c'est totalement l'œuvre de sa vie, hein. Je pense qu'il veut que ça reste un petit peu dans la famille, donc pourquoi pas derrière voir Stephanie McMahon, Shane McMahon, peut-être même Triple H reprendre des parts assez importantes de la société. Je pense que ces rumeurs-là, si on parle d'un rachat, on parle pas d'un rachat global, on parle de part de la société, donc je pense que ça va jamais être des parts majoritaires. Là, je parle dans un terme un peu plus technique de société, mais en gros, voilà, vous voyez chaque entreprise, comme une sorte de gros gâteau, et vous coupez 100 parts. Voilà, je sais que ça, là, je vais partir dans des explications foireuses, mais vous coupez 100 parts. Et dans ce gros gâteau, qui est la WWE, et ben Vince McMahon, il a plus de la moitié du gâteau. Voilà. Donc plus de la moitié du gâteau, c'est lui qui l'a. Donc concrètement, c'est lui qui choisit où va le gâteau. C'est un peu débile ce que je dis. Et voilà, du coup, il y a des entreprises et des actionnaires, du coup, qui sont des actionnaires qui ont chacun une petite part du gâteau ou une certaine part de gâteau, qui eux peuvent dire non, oui, pourquoi pas, des choses comme ça. Et du coup, on sait que Vince McMahon avait vendu déjà plusieurs parts de son gros gâteau qu'est la WWE à des actionnaires pour pouvoir investir derrière la XFL, son entreprise qui malheureusement est revenue pour une saison 2 20 ans après et qui malheureusement n'a même pas fini sa première saison. donc voilà, malheureusement pour lui, hein, XFL. Je vais pas m'attarder plus sur ça, mais c'est quand même l'un des plus gros gâchis de l'histoire de Vince McMahon. Et je pense que ça lui fera, je pense, toute sa vie très très mal d'avoir échoué à lancer sa propre promotion de football américain. Donc voilà, Vince McMahon avait déjà vendu plusieurs pourcentages de WWE pour pouvoir lancer XFL avec l'argent qu'il allait se faire en vendant les parts. Et je pense concrètement que si on parle de rachat de ESPN ou de Fox, ça va être en pourcentage de WWE, donc en pourcentage de l'entreprise. Je pense concrètement que ça va jamais être des parts majoritaires, parce que je pense que la ligne directrice, et je suis quasiment sûr que la ligne directrice de Vince McMahon, c'est plutôt de vendre, en tout cas de léguer à sa famille les parts majoritaires pour qu'ils aient toujours l'avantage dans cette entreprise qu'est la TNA. Qu'est la TNA pas du tout, qu'est la WWE. Je sais pas pourquoi je parle de la TNA, parce que j'aurais bien aimé que la TNA soit vendue à la WWE à l'époque, mais bref. Du coup, oui, je pense que les parts majoritaires vont toujours rester dans la famille McMahon, et que par contre, le reste des parts pourrait être vendu à une tierce personne, et du coup, pourquoi pas ESPN ou Fox, même si pour ma part, je pense en tout cas que ESPN serait un rachat plus judicieux de la part de WWE, ou en tout cas de la part de ESPN, que Fox, tout simplement parce qu'ils ont un plus gros champ d'action. ESPN, c'est quand même une chaîne qui se porte très très bien. Je sais pas du tout aux États-Unis comment ils sont par rapport à la Fox, hein, s'ils sont à peu près équivalents ou si l'un est au-dessus de l'autre. Parce que voilà, je me suis un petit peu intéressé par rapport au fait que SmackDown soit allé sur la Fox. Plus que voilà, je sais que ces derniers mois, on a eu également des rumeurs autour du fait que Vince McMahon voulait vendre les pay-per-view à ESPN, donc pour repartir à la télé les pay-per-view. Malheureusement ça s'est pas fait, ça devait j'imagine un petit peu se conclure juste avant cette période de coronavirus, malheureusement ça s'est pas fait. Je sais pas du tout si l'un ou l'autre a décidé d'arrêter cette négociation en cours ou s'ils l'ont mis un petit peu en stand-by, mais en tout cas c'était vraiment dans les plans que WWE vende les droits des pay-per-view à ESPN pour être diffusés directement à la télé. Voilà, donc comme d'habitude, le système des États-Unis c'est une cinquantaine voire une soixantaine, peut-être même plus. Le show unique qui fait en sorte que tu le visionnes juste, donc tu débourses, voilà, c'est comme si tu t'achetais un jeu, mais c'est un jeu qui va durer juste 3 heures, voilà, et que tu vas regarder le soir, et c'est tout. Et c'était le système qu'on avait avant le WWE Network d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que le WWE Network a mis un gros coup de pied dans cette fourmilière qui était établie, les pay-per-view. C'est d'ailleurs pour ça que les pay-per-view s'appellent pay-per-view, hein, parce que tu dois payer pour le voir. Et du coup, forcément, c'est de l'argent en moins, parce que certes, le WWE Network, c'est de l'argent constant qui arrive, parce qu'on a des abonnements qui durent assez longtemps, mais force est de constater que entre payer 12 $ par mois
et 40$ par mois, finalement bah, tu perds beaucoup d'argent. Donc bah, certes ils sont rattrapés sur les deals TV avec la Fox et des choses comme ça pour avoir des plus gros contrats et avoir beaucoup plus d'argent, mais le manque à gagner je pense des pay-per-view, même si d'ailleurs chose étonnante hein, c'est que les pay-per-view se vendent encore comme ça, donc on a encore des Américains, le peuple le plus intelligent du monde bien sûr, qui payent encore 60$ un pay-per-view alors qu'ils pourraient payer juste 12$ pour le même pay-per-view. Mais voilà, je trouve assez marrant. Donc du coup forcément le manque à gagner de ce non pay-per-view, je pense que ça donne envie à WWE de re-signer un gros deal pour les pay-per-view, pour les gros shows, pour refaire diffuser assez globalement aux États-Unis et pouvoir gagner beaucoup plus d'argent forcément sur ESPN, qui est une chaîne très vue et très rentable j'imagine. Donc voilà, je me positionne pas plus sur cette news de rachat de WWE. Qui, comme je l'ai dit, pour moi, c'est si on part en rachat de WWE, ce sera juste des parts de la société qui seront vendues et pas des parts majoritaires. Donc voilà, je pense que actuellement, c'est trop tôt pour parler de rachat de WWE. Peut-être que je me plante totalement et peut-être que quand vous allez écouter cette vidéo, il va y avoir une grosse news qui va dire putain, WWE vient de se faire racheter par Disney, what the fuck. John Cena contre Mickey, je vois déjà des trucs comme ça sur Twitter, c'est assez hallucinant. Hein. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis alors soit c'est des gens qui adorent l'humour pas marrant, soit c'est des gens qui ne comprennent rien à comment marche une société. Et ça, ce serait encore plus décevant. On se quitte sur ces belles paroles. Je vous dis à la semaine prochaine ou à très rapidement pour d'autres vidéos de catch. N'hésitez pas à, comme d'habitude, partager la vidéo, à mettre beaucoup de likes sur mon contenu pour me soutenir et faire grimper la chaîne. C'est comme ça que la chaîne survit, on pourrait dire. Vie et survie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou sur Twitter, @lataloche ou @taophilpw pour mon compte de catch un petit peu plus personnel. Et comme je l'ai dit, on se donne rendez-vous très rapidement pour toujours plus de catch. Bisous!